Génération Campus, l'émission consacrée à la formation et l'orientation en Martinique et dans le bassin Caraïbe. Pour ce numéro de décembre déjà, mais oui, ça passe vite. Génération Campus, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau Madame Michèle Latouche, directrice générale du campus Caraïbéen des Arts, le CCA. Bonjour Madame Latouche. Bonsoir. Nous recevons également sur ce plateau Madame Aurélie Nella qui présentera la rubrique découverte. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Max Auguiac qui va quant à lui nous faire voyager dans la Caraïbe. Bonsoir Max. Bonsoir. Enfin, nous avons le privilège d'accueillir sur ce plateau Philippe Saint-Cyr qui s'intéresse à la thématique société. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Nous débutons Nous débutons cette émission avec la chronique du président Philippe Saint-Cyr, jingle. Alors Philippe, que souhaites-tu aborder comme sujet aujourd'hui ? Un sujet d'actualité, des paroles qui m'ont profondément touché, marqué, interpellé. Je suis un agnostique, okay, et je fais allusion, n'est-ce pas, aux propos du pape, chef d'État du Vatican, qui ces jours-ci donc est allé, n'est-ce pas, visiter Strasbourg et les institutions européennes. Et c'est un homme véritablement remarquable. D'ailleurs, il n'est pas intervenu en tant que pape, il est intervenu en tant que chef d'État, ayant, n'est-ce pas, l'aura très particulière. Et il a envoyé un message à l'Europe. Et c'est un message fort, effectivement, dans le contexte actuel, qui est un contexte difficile, au niveau de l'évolution des sociétés internes, au niveau du contexte international. Il a interpellé l'Europe. Mais que faites-vous? Pourquoi vous n'êtes pas présente pour pouvoir, n'est-ce pas, faire avancer les sociétés et régler un certain nombre de problèmes? Et je trouve que ce message-là est un message qui va avoir des conséquences. Car les chefs d'État vont se retrouver interpellés. Effectivement, l'Europe, elle est pratiquement muette. À l'état actuel des choses, elle est en train de se perdre dans des problèmes extrêmement difficiles, alors quand même que le vieux continent a eu un rôle considérable dans l'évolution des civilisations. Bon, il y a le pour, il y a le contre, ok, mais il est évident que ces nations ont permis aux sociétés d'évoluer, corrigeant certaines erreurs. Alors que l'Europe est toujours là, en fait. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'ils sont arrivés à poser, n'est-ce pas, un engin à 550 millions de kilomètres, après avoir fait quelques milliards de kilomètres sur un petit bloc de pierre. Mais c'est quelque chose de fantastique. Effectivement, l'Europe a les capacités de faire en sorte que l'on puisse avoir un avenir meilleur et gérer des problèmes qui sont extrêmement difficiles. Et bon, 3 points de suspension, j'en ai terminé parce que je voulais ajouter quelque chose. Ces paroles sont très fortes dans le contexte que nous avons, parce que derrière cela, c'est la volonté de donner espoir et de faire apparaître une certaine spiritualité à notre jeunesse. Mais notre jeunesse qui n'en a pas et qui risque d'aller ailleurs. Une casquette de pape justement lors de sa visite. Un pape ne porte pas de casquette. Ah oui, bien sûr, merci Philippe. Bon. Non, il n'était pas... Non, il a utilisé, si tu veux, cet habit, cette casquette, pour reprendre ton propos. Mais ce n'est pas un message, n'est-ce pas, pour le catholicisme, ce n'est pas un message de publicité, si je peux m'adresser, si je peux employer des termes grossiers. Non, il a été au-delà. Et profitant de cela, il a interpellé effectivement l'Europe sur ses projets et sur le rôle qu'elle a à jouer en l'état actuel des choses au niveau international, notamment. Est-ce que son intervention ne met pas l'accent finalement
sur le fait que l'Europe c'est un géant économique et technique et scientifique, mais c'est un nain politique. Ça devient de plus en plus un nain politique, parce que l'Europe non seulement n'a pas de cohésion, de vraie cohésion sur le plan de la politique, mais ensuite le bras armé de la politique, ils n'en ont absolument pas. C'est-à-dire que on le voit bien en ce moment d'ailleurs. Avec le conflit. Avec tous les conflits. En fait, ils attendent sur les États-Unis et sur la France, qui, à mon avis, n'a pas vraiment les moyens de jouer ce rôle. Enfin, ça, c'est un avis que je me suis fait avec la fréquentation de certains militaires. L'Europe n'a pas vraiment, la France n'a pas vraiment les moyens d'intervenir comme ça à la 20 000 soldats. Mais elle le fait. Enfin, bon. Mais elle le fait. Oui, elle le fait. Bon. Nous poursuivons cette émission avec notre invitée, Madame Latouche, DG du CCA. Madame Latouche, on peut dire que vous êtes nouvelle DG. Tout à fait. Vous avez pris vos fonctions il y a très récemment. J'ai pris mes fonctions le 3 novembre précisément, juste après la Toussaint. Et donc voilà, je ne sais pas si c'est la première fois que le CCA CCA, on va dire une directrice générale, une femme. Oui, c'est la première fois que le CCA a une femme à sa tête. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a également une directrice pédagogique, qui est l'artiste Valérie John. Et donc nous formons, j'ai presque envie de dire, nous devrions former un tandem de choc. Compte tenu de tous les défis que nous avons à relever au CCA. Et ce n'est pas négligeable, mais d'ores et déjà, nous sommes en ordre de, je ne dirais pas de bataille, mais en ordre de marche pour pouvoir faire avancer les choses. Le CCA a 30 ans cette année. Et Zouk TV a réalisé un petit reportage sur cet événement. 30 ans, on n'a pas 30 ans tous les jours. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Président Robin? C'est l'âge de la maturité. Avec toute la fougue de la jeunesse, mais également la capacité de mieux structurer, de se poser, de faire preuve de discernement, de recul, pour pouvoir s'engager dans les 30 ans à venir avec beaucoup de sérénité. Une ouverture vers la Caraïbe, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et pourquoi le choix de certains pays? Mais d'abord, l'ouverture sur la Caraïbe fait partie des gènes du campus caribéen des arts, parce que dès que ce projet a été validé, il était question d'un rayonnement sur l'ensemble de la Caraïbe. Alors avec deux dimensions toujours, la dimension pédagogique, faire en sorte que nous puissions être dans des échanges pédagogiques avec des instituts, comme celui de Curaçao ou de la Jamaïque, où nous avons effectivement des apports qui sont attendus de la part de leurs enseignants, et réciproquement, nous sommes en capacité également de nous rapporter. Ensuite, la deuxième dimension, c'est les échanges d'étudiants, pour faire en sorte que nos étudiants puissent s'inscrire dans des parcours pédagogiques. Alors, nous sommes en train de construire ce qu'on appelle le Césarus, c'est-à-dire l'Erasmus version caribéenne, qui nous permettra donc de réellement bénéficier de financement, que ce soit par la collectivité régionale, mais aussi l'Europe, pour participer donc au rayonnement de cette ère culturelle que j'ai appelée de mes voeux. Pour les 30 prochaines années, qu'est-ce que vous souhaitez au CCA? Ce que je souhaite, c'est que nous ayons tout d'abord la capacité à être en capacité d'attractivité forte. Donc c'est faire en sorte que des étudiants martiniquais, guadeloupéens, guyanais, mais aussi caribéens et bien au-delà puissent nous rejoindre et enrichir l'école justement de leur visibilité, de leur parcours et de leur expérience. Et l'autre sujet, c'est de faire en sorte que cette école supérieure d'art puisse réellement embrasser tous les champs de l'art et de l'artistique, parce que nous sommes très ancrés dans les arts visuels, mais tout ce qui est cinéma, communication, tout ce qui est le design est quelque chose d'extraordinaire, mais il nous faut conquérir de nouveaux experts. La danse, le théâtre, le cinéma font partie de ce que nous devons conquérir en termes d'habilitation et de capacité diplômante. Donc si j'ai un vœu à formuler pour le campus caribéen des arts, c'est que dans les années à venir, ce que nous avons réussi sur les arts visuels, donc la logique de licence, master, doctorat, puisse effectivement être reconnu en musique, en cinéma, en danse, en théâtre, de façon à ce que nous ayons réellement une vocation généraliste affirmée qui soit concrétisée. Nous sommes à la fois dans un redéploiement, mais dans le cadre de ce redéploiement, il nous fallait aussi construire, je dirais, faire du neuf. Et je dirais que c'est le propre même des œuvres d'art, c'est-à-dire s'inscrivant dans cette dynamique-là, il nous semblait important de proposer ces nouvelles offres qui sont à la fois cette classe préparatoire art avec S, et ce n'est pas anodin, et cette MANA, cette classe de mise à niveau en art appliqué. Ce qui signifie que faire campus, c'est aussi nourrir toutes les arborescences de ce campus caribéen des arts, c'est-à-dire être à la fois l'interface entre l'éducation nationale et les écoles supérieures, à la fois dans le domaine des arts appliqués, mais dans le domaine des arts
en général, mais aussi de permettre à nos étudiants, sachant que nous voulons faire des classes préparatoires publiques avec un coût qui nous permet de réduire la fracture sociale, puisqu'on connaît le coût d'une classe préparatoire, permettre à nos étudiants, je dirais au nombre d'une vingtaine et d'une quarantaine, puisque nous avons 2 classes, de se poser les bonnes questions. Pourquoi j'ai envie d'entrer en école supérieure d'art? Pourquoi j'ai envie de me construire un métier ouvert à l'artisanat d'art? Et faire les bons choix. Parce que souvent, les étudiants passent le concours, ils réussissent pour certains au concours, et c'est la première année où ils se posent les questions. Donc pour une fois, nous leur permettons, pour ceux qui n'auraient pas eu, je dirais, un cursus avec les options artistiques, avec les options cinéma, avec les options musique, de se poser, de faire les bons choix, d'être certains que ces choix ne sont pas anodins, soit des choix avérés, et qu'ils puissent véritablement faire un long cheminement avec nous, c'est-à-dire s'inscrire dans la première phase qui est celle des diplômes à Bac+3 et aller au-delà de ces diplômes à Bac+3, se poser véritablement des questionnements, aller jusqu'à Bac+5 et au-delà. Puisque l'idée est aussi à terme, et ça c'est en termes de perspective, de pouvoir s'inscrire dans un PRES, dans un pôle de recherche. Et ce pôle de recherche permettrait de répondre à une des 3 lettres du LMD, c'est-à-dire le D. Ce D que nous devons mettre en place en partenariat avec les universités. Donc, c'est aussi ces projets d'avenir, c'est-à-dire que nous nous posons les bonnes questions en termes de pédagogie et nous nous posons aussi les questions en termes d'avenir. Alors effectivement, le questionnement autour de cette possibilité pour nos étudiants à grade de master d'entrer en école doctorale, ça ne sera sûrement pas chez nous, mais dans le cadre d'un PRES, avec des partenariats avec des universités, ou la possibilité de travailler autour de ce qu'on appelle dans les écoles d'art la 6e année, qui est véritablement une assise pour les étudiants qui ont passé le DNSEP, de construire leur parcours professionnel, c'est-à-dire sortir de ce champ qu'est l'école, qui est un cadre, je dirais, presque de cocooning, et la réalité, le milieu artistique n'est pas simple. Et pour tous les enseignants et tous ceux qui ont vécu l'expérience, on sait qu'il faut aussi cette phase d'entre-deux. Donc l'idée de proposer, je dirais, cette 6e année que nous envisageons, peut-être pas pour tout de suite, mais pour les années à venir, va nous permettre de construire avec les étudiants autour de ce que nous voulons mettre tout de suite, cette galerie école, le travail autour de la professionnalisation de nos artistes. Madame Latouche, quel est votre regard sur ces 30 ans ? Écoutez, il est tout à fait proche de celui du président Robin. Moi aussi, j'emploie le terme maturité, puisque l'institution donc, a été créée, bon, non pas sous la forme du CCA, mais sous la forme de l'Institut régional, de l'École régionale des arts plastiques, devenu ensuite l'IRAV, Institut régional d'art visuel. Donc quand Aimé Césaire a créé cette institution, c'était quand même un défi. Hein. Il a créé quelques années auparavant le CIRMAC, et puis là, il s'agissait vraiment de créer une école d'enseignement supérieur. Donc on n'était pas simplement dans des pratiques amateurs, on était vraiment dans un cursus pour pouvoir permettre aux jeunes qui souhaitaient s'y inscrire d'obtenir des formations professionnalisantes. Bon, donc ça c'était le socle initial. En 2011, le président Letchimy et les élus du conseil régional ont souhaité que ce socle soit enrichi de disciplines nouvelles, et donc bon, cela a donné effectivement le campus caribéen des arts, mais je veux dire qu'il est très important d'avoir ce projet, et il est encore plus important de pouvoir le mettre en œuvre de façon à ce qu'il soit viable, et c'est ce que le président Robin et moi nous attelons à faire. Ça, c'est extrêmement important dans la mesure où effectivement vous avez le pilier art visuel qui, je dirais, qui fonctionne très bien dans la mesure où il a l'antériorité, donc il a déjà, si vous me permettez l'expression, essuyé les plâtres de la mise en place donc de ce cursus, ce qui fait qu'il est en mesure de délivrer des diplômes et en valeur de licence. Et alors la licence, bon, vous savez que dans le processus de Bologne, maintenant, il faut qu'on s'inscrive sur la base de la licence, du master et du doctorat. Oui, donc il faut LMD. Le fameux LMD. Bon, nous délivrons au campus donc 2 diplômes
qui ont leur correspondance au niveau de la licence, c'est-à-dire le diplôme national supérieur d'art plastique et le diplôme national supérieur d'art et technique. Et puis, il est possible aux étudiants de poursuivre en master, c'est-à-dire que là, en master 2, donc au bout de 5 ans, au bout d'un cursus de 5 ans, ils seront titulaires du diplôme national d'expression plastique, au même titre qu'ils seraient titulaires de master dans une autre discipline. Donc là, les choses sont déjà bien cadrées. Il faut que nous puissions en faire de même pour ce qui concerne les disciplines donc relatives aux arts vivants, c'est-à-dire musique, danse et théâtre, également pour ce qui concerne le cinéma et aussi des métiers d'art. Donc ce sont toutes les formations qu'on retrouve au CCA en fait. Ce sont ces formations que l'on retrouve au CCA, mais par contre ce sont ces formations que nous devons, qui sont en germe je dirais, et que nous devons faire monter en puissance de façon qu'à l'instar des arts visuels, elles acquièrent leur pleine légitimité dans le cadre du LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Aujourd'hui nous avons donc, pour ce qui concerne les autres disciplines, une MANA, c'est-à-dire une année de mise à niveau en art appliqué, ce qui nous permet ensuite de continuer avec les métiers d'art. Bon. Nous en ferons de même pour ce qui concerne le cinéma et les arts vivants, puisque nous projetons pour 2015 une année préparatoire dans ces deux disciplines et nous projetons également un cycle de 2 ans. Alors je pourrais développer par la suite, mais enfin pour vous dire que nous étoffons notre offre, mais nous l'étoffons tout en l'arrimant. Il est extrêmement important de le préciser parce qu'il ne s'agit pas simplement d'ouvrir des formations, de proposer des formations, il s'agit de faire en sorte que ces formations soient validées par le ministère de la Culture parce que le campus existe grâce à la région, mais également il est placé sous la tutelle pédagogique, donc sous la reconnaissance. Les habilitations sont données par le ministère de la Culture, cela c'est extrêmement important pour la validité et la reconnaissance même de nos diplômes. Et donc, chaque fois que nous ouvrons une formation, il doit y avoir cette habilitation de façon à ce que légitimement, nous puissions proposer ces formations aux jeunes Martiniquais. Je voudrais ajouter quelque chose parce que la création du campus Carré-Nazaire est une chose extrêmement importante. Mais je voulais souligner la période durant laquelle cela s'est créé. Une période très fréquente, ce sont les années 80. Il y a eu effectivement le campus Carré-Nazaire, il y a eu le CERMAC et il y a eu l'Université des Antilles de la Guyane qui a été créée en 1982. Et cette période, c'est la période de la région et on retrouve là, effectivement, je me souviens très bien d'Aimé Césaire et de sa volonté, n'est-ce pas, de créer cette école. Je voudrais donc souligner la période et les efforts qui avaient été fournis par les hommes de cette époque, n'est-ce pas, 80. Et si vous 82. Me le permettez, j'ajouterai que dans le cadre dans la volonté de formation d'une élite, parce que c'est de cela qu'il s'agit, les jalons ont été posés effectivement par Aimé Césaire et par ceux qui l'entouraient à cette époque-là. Effectivement, nous sommes là, non pas dans un lieu de passage, je veux dire simplement de compétences à d'autres, mais dans un lieu véritable de création d'une élite à la fois intellectuelle et artistique. Quel a été votre parcours professionnel, Madame Latouche ? Alors, mon parcours professionnel, je vous en donnerai simplement un extrait pour ce qui concerne le campus, c'est-à-dire que j'ai travaillé en Guadeloupe, en fait, au Conseil général de la Guadeloupe, et j'ai été pendant 12 années, donc directrice du développement culturel, du patrimoine et des musées au Conseil général de la Guadeloupe. Alors, je dois vous dire qu'à ce titre, bon, bien sûr, j'ai une formation initiale, mais que j'ai voulu quand même, vous voyez, j'aime bien le terme arrimer, conforter, enfin, tout ce qui nous tient au corps et qui nous permet d'avoir l'assurance pour nous projeter plus loin. Et donc, à cette époque-là, je suis partie à l'université Pierre Mendès France, à l'IEP de Grenoble, pour pouvoir également obtenir un diplôme de 3e cycle de développement de projets et d'établissements culturels. Donc, ce qui m'a permis quand même d'avoir l'assise dont je vous parle. Et puis, revenant en Martinique,
j'ai été de 2008 à 2013 directrice générale des services de la mairie des Trois-Îlets. Donc d'un côté, il y a cette compétence culturelle et de l'autre, j'ai ma compétence managériale. Bon, comme je vous dis, ce sont des extraits parce que j'ai également eu d'autres fonctions, mais les principales et qui valident, je dirais, non seulement le parcours, mais ma position actuelle, ma situation actuelle, ce sont les deux piles du pont. Et nous déroulons maintenant le tablier du campus. Nous enchaînons avec la rubrique découverte d'Aurélie Nella. Jingle. Aurélie, je sais que vous êtes très sensible à la poésie. Oui, tout à fait. Et puis pour rester dans le thème de la culture, de l'art, effectivement, aujourd'hui, je m'intéresserai à un artiste, un poète qui s'est découvert ce talent il y a une dizaine d'années. Il s'agit de Luc André, que certains connaissent certainement. C'est le petit frère de l'illustre avocate Marie-Alexandrée Jacoulet, donc l'oncle de Joël Jacoulet, et le petit frère de Marcel André, dont j'ai appris les poésies à l'école. Alors Luc André fait des acrostiches en alexandrin et en double rime. Donc c'est-à-dire que ce sont des poèmes dont la première lettre de chaque vers constitue un mot. Et donc, il s'est découvert ce talent, il peint ses états d'âme, il décrit aussi les personnalités de Martinique, des personnalités locales, nationales, voire même internationales. Barack Obama, Mathilde, il a fait aussi des poèmes pour Brigitte Bardot, qu'il a mis dans son blog, oui, qui lui a adressé une lettre de remerciement, il a demandé l'autorisation de le publier sur son site. Et puis, il nous invite à la découverte de son recueil qui s'appelle « Des illustres d'hier et d'aujourd'hui peints avec des mots », qui paraîtra très prochainement et dont la présentation officielle se fera le mercredi 11 décembre à 18h30 à la médiathèque du Lamentin, donc derrière la Maison de la Culture du Lamentin. Et donc, ça peut être aussi une bonne idée cadeau pour les fêtes qui approchent, tout à fait. Donc, un recueil sur support papier, mais il fait aussi ses acrostiches sur tout autre support, donc sur tissu. Je peux voir. Donc, on a ces magnifiques serviettes. C'est original. Oui, tout à fait. Et on a aussi des sets de table. Donc on a vraiment... Oui, tout à fait. Donc il m'a fait mon acrostiche aussi, donc avec la photo. Donc voilà, ça peut être des idées cadeaux. Ah, c'est super ça. C'est très flatteur. Ah, c'est génial. Moi, je veux mon poème aussi. Ben voilà. Donc alors pour ça, vous pouvez le contacter. Parce qu'il fait aussi des interventions dans les écoles, dans les offices de la culture, dans les bibliothèques. Donc l'art se diffuse et il y participe très activement. Donc il est joignable au 06 96 21 86 03. Sur Facebook aussi. Il a aussi un blog www.lucandre.fr ou son adresse mail tout simplement lucandre972@gmail.com. Donc je répète le numéro de téléphone, c'est important, 06 96 21 86 03 et puis plus simplement sur Facebook où il a une page et donc un profil que vous pourrez découvrir. Je veux mon poème aussi, j'insiste. Donc voilà, donc n'oubliez pas le rendez-vous, c'est le mercredi 11 décembre à 18h30 à la médiathèque du Lamentin. D'accord, merci Aurélie. De rien. Madame Latouche, comment fonctionne le CCA qui est en fait un satellite en fait de la région Martinique? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Non, c'est pas un satellite. Comment ça? Je n'aime pas beaucoup le terme satellite. Parce que alors, le CCA est un établissement public administratif qui a sa personnalité juridique, donc ça c'est très important, son autonomie. Ouais. Et donc il est libre de ses décisions puisqu'il a un conseil d'administration avec à sa tête le président Daniel Robin. Donc les choses sont claires et il prend ses décisions en toute liberté, en toute indépendance. Bon. Donc la notion de satellite qui recouvrirait quelque chose d'un peu organique, bon. Mais le CCA, il est vrai, est une émanation de la région. Je préfère le dire ainsi.
Alors, pour ce qui concerne son fonctionnement, écoutez, le CCA, comme je le disais, ses décisions sont prises par son conseil d'administration. Il a une équipe formée de 2 entités. D'une part, l'équipe pédagogique, puisqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement supérieur. Donc, une équipe pédagogique avec à sa tête une directrice pédagogique et une équipe administrative. Donc l'équipe administrative, je la coordonne, mais en fait, je coordonne l'ensemble des équipes. Je suis la directrice générale, donc j'assure véritablement la supervision et la coordination de l'ensemble des 2 équipes. Combien de personnes travaillent au CCA? Alors pour l'instant, il travaille 80 personnes environ. Oui. Quand même, hein, c'est pas... Alors, 80 personnes, mais je dois dire que cet effectif s'explique par le fait qu'en 2012, en décembre 2011, comme je vous le disais tout à l'heure, a été adoptée donc la nouvelle configuration en fait de l'institution, à savoir le campus caribéen des arts, et donc ont été créés d'autres départements. Donc il a fallu recruter des personnes, des experts, des spécialistes, des personnes compétentes destinées effectivement à animer, à enseigner donc dans ces départements. Il se trouve que le maquettage, si vous me permettez de parler ainsi, de ces départements n'avait pas précisément la conformité juridique, je dirais, en tout cas administrative requise, notamment pour leur habilitation. Donc il est difficile de poursuivre sur cette lancée. Donc nous reviendrons à un effectif plus restreint, vraisemblablement un effectif de 60 personnes, donc bien sûr avec environ une quinzaine de personnes pour ce qui concerne l'administration et les autres, le reste du personnel étant composé d'enseignants, mais nous travaillerons avec le personnel qui avait été engagé pour les autres départements au fur et à mesure de la montée en puissance de ces départements qui seront refondés, comme je vous le disais, et surtout nous veillerons à l'habilitation et donc à la légitimation de chacun de ces départements. Donc une montée en puissance qui se fera de façon progressive, mais qui se fera sur des bases administratives et juridiques tout à fait saines. Donc ce sont les prochains objectifs, on va dire. Ce sont les prochains objectifs et nous avons donc un programme triennal qui vise précisément à intégrer ces objectifs. Alors nous avons 2 types d'objectifs. D'une part, asseoir ces nouvelles disciplines, les arts vivants, les métiers d'art et le cinéma, et puis d'autre part, notre ouverture sur la Caraïbe que nous avons déjà commencé puisque vous avez pu assister à la signature de 2 conventions, l'une avec la Jamaïque et l'autre avec Curaçao, et ce n'est pas terminé. On va reparler de ça. Ouais. Quel type de difficultés on peut rencontrer quand on manage ce type de structure? Alors j'imagine que ça... Vous êtes habitué, puisque ce n'est pas la première fois que vous managez. Oui, mais quand on arrive dans une structure, c'est toujours une nouvelle aventure, vous voyez, puisque bien sûr, nous travaillons avec un matériau qui est très sensible, qui est l'humain. Avant de parler finances, avant de parler matériel ou de locaux, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir une équipe et donc d'assurer la cohésion de l'équipe. Cela est très important. Et que l'équipe soit imprégnée de son rôle et notamment que l'équipe ait intégré les orientations qui figurent dans le projet d'établissement. Pour l'instant, au campus caribéen des arts, ma priorité, c'est de fonder le projet d'établissement. Et quand je dis fonder le projet d'établissement, ça veut dire que le projet d'établissement sera la matrice qui va comporter les orientations de l'établissement, en quelque sorte la politique de l'établissement pour les années à venir. À partir de cela, quand vous savez là où vous voulez aller, vous voyez les ressources tant humaines que matérielles et financières que vous allez mettre au service de votre projet. Et donc, vous pourrez, j'ai envie de dire, dérouler ensuite. Alors, bien sûr, je parle de projet, mais je parlerai de projet et de proposition, puisqu'il n'y a de projet d'établissement que validé par le conseil d'administration. Mais pour l'instant, nous en sommes à la phase 1, c'est-à-dire l'élaboration du projet d'établissement, et ceci en co-construction. Et là, j'insiste beaucoup, parce que le projet ne sortira pas tout armé de la tête de la DG, mais le projet fait l'objet d'un travail en atelier, d'un travail qui se fait avec les enseignants, de travail qui se fait avec des chargés de mission, notamment pour les nouvelles disciplines, et de travail aussi qui se fait avec le personnel administratif. Donc, vous voyez, c'est tout cela qui forme la cohésion d'équipe. Nous allons
faire surgir de cette matrice le projet d'établissement. Et cela doit nous renforcer en tant qu'équipe et nous renforcer en tant qu'équipe qui porte véritablement un projet au service des étudiants. Pouvez-vous rappeler aux téléspectateurs où se trouve le campus caribéen des arts? Oui, parce que je crois qu'on en entend beaucoup parler, mais certains ont peut-être du mal à le situer. Alors, le campus caribéen des arts se situe principalement à l'Ermitage, sur le site de l'ex-hôpital civil. L'ex-hôpital civil. Je pense que la totalité de la Martinique connaît l'ex-hôpital civil. Peut-être que les plus jeunes ne le connaissent pas, mais il est vrai que nous sommes des générations à avoir connu deux hôpitaux. À l'époque, c'était l'hôpital civil et l'hôpital Clarac. Donc, l'Ermitage sur le site de l'ex-hôpital civil. Il y a certains ateliers qui se déroulent également à Châteauboeuf. Quand vous passez sur l'autoroute, vous voyez de grands panneaux marqués Campus Caribéen des Arts. Donc il y a quelques ateliers qui se déroulent encore là. Mais le siège social et le site principal des enseignements se trouvent à l'ex-hôpital civil. À l'Ermitage. Nous enchaînons avec la rubrique Caraïbes de Max Odiak. Jingle. Max, vous nous parlerez des arts en général dans la Caraïbe, c'est ça? Oui, c'est un vaste sujet, mais j'ai envie de commencer par une question à Madame Latouche. Pourquoi avez-vous choisi la Jamaïque et Curaçao? Alors, je vous répondrai que la Jamaïque et Curaçao ont été choisis parce qu'il y avait des liens qui préexistaient. Ce qui fait que la prospective a été plus facile en direction de ces deux pays. Je ne vous cacherai pas que récemment, je discutais avec une collaboratrice et je lui disais, mais vous savez, je suis fascinée par l'évolution de l'art haïtien parce que j'ai eu l'occasion d'étudier l'art haïtien. Et bon, on connaît l'art haïtien, non seulement des naïfs, mais enfin des peintres de Saint-Soleil, etc. Et j'en étais restée là. Et il y a eu une exposition l'an dernier à Font-Saint-Jacques d'art haïtien, d'artistes contemporains, mais que j'ai trouvé absolument magnifique. Et donc, il m'a semblé tout à fait nécessaire de revisiter un peu l'art haïtien. Et je disais à la collaboratrice, mais écoutez, on a là un champ de possibles intéressant puisqu'ils sont francophones. Je pense qu'ils ne demanderaient pas mieux de venir travailler avec nous. Donc, il va falloir qu'on aille voir aussi de ce côté-là. Et puis, il y a également tout le reste de la Caraïbe. Mais je reviens quand même sur mon propos. Nous ne ferons de pas en direction de nos frères, de nos cousins de la Caraïbe que quand ceux que nous aurons déjà engagés seront suffisamment arrimés et probants pour que nous puissions avancer en direction d'autres pays. Je crois qu'il faut être très pragmatique. Chaque offre que nous ferons aux étudiants devra être une offre solide. Et donc, à ce titre-là, c'est vrai qu'il y a peut-être des pays qui nous feront aussi les yeux doux. Nous ne manquerons pas de prendre contact avec eux, mais il est sûr que nous ne pourrons véritablement nous positionner que dès lors que nous aurons assuré une prospective solide et efficace. Je suis très sensible au raisonnement parce qu'effectivement, je pense qu'on ne peut aller vers le voisin, l'ami, le frère, que quand soi-même on sait ce qu'on est, ce qu'on veut, et qu'on a des bases suffisamment solides. Ça, je pense que c'est... Alors, c'était une question que je posais, hein, c'était sans malice. La Jamaïque, d'ailleurs, je pouvais comprendre, parce que la Jamaïque est un pays d'art, d'art en général, c'est-à-dire peinture, sculpture, littérature, danse moderne. Vraiment, c'est une île qui a d'énormes ressources, donc je pouvais comprendre. Curaçao est moins connu, mais c'est intéressant aussi. Il y a des années de cela, j'ai vu un film fait à Curaçao et nous n'étions pas capables à l'époque de faire de même en Martinique. Ça se passe il y a 20-25 ans. Contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas toujours les meilleurs dans la région. Mais en matière d'art visuel, en général, il y a les grandes îles, quoi, hein, bien sûr. Il y a Cuba, avec des gens comme Porto Carrero, Wilfredo Lam, qui est bien connu. D'ailleurs, la Martinique a la chance d'avoir quelqu'un qui connaissait bien Wilfredo Lam, et Picasso aussi d'ailleurs. C'est Aimé Césaire, comme vous savez. Donc il y a les Cubains, il y a les Dominicains, qui sont souvent à l'ombre des Cubains dans l'histoire contemporaine. La République dominicaine
toujours été un peu méconnue. Et la République dominicaine a presque commencé les arts visuels avant Cuba, presque. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jaime Colson, dont je n'ai pas vérifié si Colson, c'est pas Colson tout simplement, puisque ça s'écrit C-O-L-S-O-N, qui intervient à la fin du 19e, tout début du 20e siècle. Donc il y a la République dominicaine, il y a Trinidad. Oui. Alors il y a la Martinique à travers non seulement les gens que vous connaissez, mais aussi quelqu'un qui s'appelait Casabon, et qui est trinidadien, mais de père martiniquais. Père et mère martiniquais, et c'est le premier peintre d'origine antillaise connu à l'extérieur, avant même Porto Carrero ou Lam, dont j'ai parlé. Donc il y a ces pays-là. Il y a Trinidad donc, également, qui est un pays aussi de culture et d'art, avec les arts visuels, la danse, y compris la danse moderne. Alors les pays anglophones ont la chance, ça dépend, c'est une manière de voir, de parler anglais et d'être tout près des États-Unis. Alors après, justement, je venais. Est-ce que l'art caribéen s'exporte bien en dehors de la Caraïbe? Ça dépend des disciplines. Je crois qu'à part la musique s'exporte telle qu'elle. Elle s'exporte telle qu'elle. La musique cubaine, la musique haïtienne, la musique jamaïcaine, la musique trinidadienne, la musique des Antilles françaises, la musique portoricaine, s'exporte telle qu'elle. Telle qu'elle. Par contre, les autres disciplines artistiques ont eu plus de mal à s'exporter. Et il faut dire aussi qu'elles sont nées, notamment les arts visuels, la peinture, la sculpture, sont nées sous l'influence de l'Europe. Enfin, en fait, il m'arrive de dire à des gens, mais vous savez, la Martinique, la Caraïbe, c'est la partie du monde la plus proche de l'Europe. Alors les gens me regardent avec surprise, parce qu'on est tout près des États-Unis. Je dis, mais oui, mais les colonisateurs, c'était l'Angleterre, la France, la Hollande, l'Espagne avant cela. Et donc il y a une relation extrêmement ancienne qui nous a formaté un peu. Et même nous, ici à la Martinique, je vous rappelle le père Ibran, qui est cité souvent par les peintres martiniquais, M. Gutmann, directeur des arts appliqués, qui a formé les Laouchés et les Noms et autres. Donc finalement, nous avons une origine européenne, mais ce que les artistes contemporains essaient justement de faire ressortir, c'est l'autre origine, l'origine africaine, c'est-à-dire que, et parfois l'origine chinoise et indienne aussi. C'est le cas à Trinidad. Trinidad est un pays à demi-indien. Vous voulez intervenir, Madame Latouche? Oui, je voudrais intervenir sur plusieurs petits points, puis surtout pour nuancer votre dernière remarque. Alors, premier petit point, nous avons des échanges également à Trinidad qui ne sont pas formalisés par une convention, mais nous avons eu des étudiants, notamment une étudiante qui s'est rendue à Trinidad et qui a eu l'occasion de travailler donc, dans un institut supérieur d'art à Trinidad. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est qu'effectivement, la musique s'exporte, mais il faut savoir qu'il y a une biennale qui est très importante et qui se déroule, je crois, en mai à Cuba. Et elle est très importante parce qu'elle réunit non seulement les plasticiens de la Caraïbe, mais également les plasticiens d'Amérique latine. Et j'ai eu l'occasion, d'Amérique centrale et d'Amérique latine, et j'ai eu l'occasion d'y assister. Il y a là des propositions artistiques, des novations artistiques prodigieuses. Et cette biennale est de plus en plus reconnue. Et donc, quand on parle d'art dans la Caraïbe, il faut avoir à l'esprit que la Biennale de Cuba commence à être incontournable. Alors, ce n'est pas la FIAC ou ce ne sont pas les grands marchés européens ou nord-américains, mais la Biennale de Cuba, c'est un lieu vraiment reconnu, quoi. Maintenant, il faut compter avec la Biennale de Cuba. Et puis, la dernière chose que je voulais dire concerne justement nos origines en termes plastiques. Alors, s'il est vrai que la plupart d'entre nous, antillais, je veux dire, hispanophones, francophones, anglophones, ont été très fortement influencés par l'art européen. J'ai eu l'occasion de faire une recherche précisément sur Haïti parce que j'étais toujours frappée de cette espèce de floraison, de florilège de peintures d'artistes haïtiens. J'ai eu l'occasion d'aller en Haïti et de me rendre compte que, comme on dirait peut-être un peu trivialement, ils ont ça dans le sang. Et j'ai travaillé justement à ce sujet parce que j'avais envie au départ de faire une étude comparative entre Haïti
et la Martinique et la Guadeloupe pour comprendre quelle est l'origine de cette créativité aussi intense en Haïti. Et j'ai travaillé notamment avec Laënnec Urbon, qui est un anthropologue haïtien, et nous avons travaillé sur le vaudou, l'origine vaudou de l'art haïtien. Alors je vous dirais que l'art haïtien a deux principales origines. D'une part le vaudou, parce qu'il faut savoir que dans les cérémonies vaudou, dans le rituel vaudou, il y a énormément d'art, de vévé, enfin ce sont une iconographie spécifique, et donc les esclaves ont ramené cette iconographie. Hein, les esclaves du Bénin, enfin ceux qui actuellement le Bénin, le Togo, ont ramené cette iconographie. Donc on l'a retrouvée tout à fait normalement dans les pratiques rituelles haïtiennes. Et puis il y a le fait également qu'en Haïti, qui était la perle des Antilles au XVIe, XVIIe siècle jusqu'à l'indépendance d'Haïti d'ailleurs, les maisons cossues s'attachaient des peintres et avaient des galeries de portraits de famille. Ce qui fait que très souvent, elles faisaient venir des peintres français, des peintres anglais, qui étaient aidés par des esclaves. Et ces portraitistes européens et esclaves, finalement, ont pris l'habitude de travailler ensemble, et les esclaves, à un moment donné, se sont affranchis, si l'on peut dire, en termes de créativité des portraitistes européens, et ont pu, mais de façon très naturelle, finalement, peindre. Et très tôt, il y a eu des peintres, il y a eu des portraitistes, et il y a eu d'autres peintres aussi de paysages, etc., qui étaient des esclaves. Parce qu'ils passaient les pinceaux, ils passaient la peinture, ils finissaient les tableaux, finalement, ils créaient. Donc, ils ont créé à la fois sur la base de cet enseignement tout à fait empirique et spontané, et puis ils ont créé également à partir de leurs enseignements religieux et à partir de leurs rituels iconographiques religieux. Donc, c'est extrêmement important parce qu'on a l'impression que ex nihilo, les choses se sont passées, que nous avons appris. Mais certains d'entre nous sont venus avec ce qu'ils avaient déjà en eux. Ils avaient déjà cette tradition, finalement, cette tradition graphique, cette tradition iconographique en eux, et ils n'ont fait finalement que la transposer, que la transmettre, et en plus s'enrichir, bien malgré eux, mais enfin, que voulez-vous? Le résultat est là, s'enrichir des enseignements de ceux qui les colonisaient, de ceux qui les maintenaient en esclavage. Alors oui, non, je suis très, très d'accord avec ce que dit Mme Latouche. Je connais relativement bien Haïti aussi, même sur le plan de l'art. Enfin, j'ai la particularité d'être un peu économiste, un peu juriste, mais aussi très proche du milieu des arts, de la culture. Et la première exposition d'ailleurs de peinture haïtienne qui a eu lieu en Martinique, c'est le CMAC qui l'avait organisée. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le CERMAC, c'est le CMAC. Mais alors, qui a été hébergé, à l'époque les relations étaient bonnes entre les deux entités, qui a été hébergé au Parc Floral. Puis ensuite, il y a des gens qui se sont avisés que ce n'était pas possible. Enfin bref, c'est l'histoire de la culture et des arts en Martinique. Enfin, Haïti est quand même un cas très à part. Haïti est un cas très à part parce qu'Haïti a conquis son indépendance par la force, comme vous savez, par la force des armes, s'est libéré. Et il n'y a aucune volonté du colonisateur de les libérer. Hein. Je rappelle que ce n'est pas le cas pour la Barbade, au Trinidad, où le colonisateur a décidé que bon, il valait mieux qu'ils soient indépendants. Ce n'est pas le cas d'Haïti qui a dû se battre. Et en 1804, donc avant a fortiori, les Haïtiens, ce sont des Africains en fait. Ce ne sont pas encore des Antillais, des Créoles. Ce sont vraiment des Haïtiens, des Africains. Parmi les esclaves, il y a beaucoup de gens qui sont nés en Afrique. Donc il y a une attitude vraiment très différente des autres îles, notamment des petites îles, où il y a eu une totale... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un cas à part sur le plan artistique je pense. Oui. Je pense. Honnêtement, je pense que c'est un cas à part, mais je pense que c'est un cas qui mérite d'être connu. Ben oui. Parce que très souvent, on se dit, mais comment ça se fait que les Haïtiens, ils peignent comme ça, quoi, même si ils sont analphabètes, mais ils peignent. Or, nous avons toujours cette idée que la peinture vient après une trajectoire quasiment académique. Non. Alors, la peinture naïve haïtienne, qui est la plus célèbre de toutes les peintures caribéennes en réalité. Hein. Je crois que
seuls les Haïtiens ont des tableaux à New York, à Paris, à Londres, à Amsterdam. Hein. Donc on va dire que c'est la peinture qui s'exporte le plus. Ah oui, la peinture naïve. Alors les peintres modernes, j'ai beaucoup d'amis parmi eux, c'est un peu plus difficile pour eux de se faire reconnaître parce que la peinture naïve est la plus connue, est appréciée, et les peintres modernes, les peintres contemporains ont un petit peu de mal à se faire reconnaître. Mais ils existent, ils sont là, ils sont nombreux, et ils ont cette chance d'avoir les ancêtres entre guillemets, une diaspora, en peinture. Voilà. Ses sœurs. Voilà. Et donc, mais en Haïti, c'est un phénomène extrêmement intéressant à observer. D'école comme au Moyen-Âge. Vous allez dans un atelier, vous voyez des jeunes gens qui recopient un tableau fait par le maître. Ils le recopient. Et alors, ça peut être jugé sévèrement. Mais ça se fait jusqu'à maintenant. Mais ça se fait. Ce travail, non seulement en Haïti, mais dans les grandes écoles européennes. Bien sûr. Je veux dire qu'il y a non, parce que par rapport à la notion de Moyen-Âge, je crois qu'il faut quand même là aussi être nuancé. C'est-à-dire que là. Il faut éviter les confusions. Oui, hein, parce que ça peut être entendu comme péjoratif. C'est pourquoi je préfère faire cette incise, si vous le permettez, et dire aussi que la peinture haïtienne naïve a ceci d'attractif pour les Européens, pour les Occidentaux, c'est que justement elle représente l'exotisme. Pensons au douanier Rousseau, quand on parle des peintures du douanier Rousseau, c'est exactement la même approche. Bon. Et je voudrais également souligner que cette peinture a été étudiée par André Malraux, qui a vraiment travaillé et beaucoup travaillé sur la peinture naïve d'Haïti et sur la peinture des peintres qu'on appelle les peintres de Saint-Soleil, qui étaient des peintres plus inspirés encore par le vaudou. Donc elle a fait, cette peinture a fait l'objet, je dirais, d'études quasi scientifiques, et de façon à en établir la véritable richesse. Ce n'est pas un épiphénomène comme ça et qui nous fait plaisir parce que les couleurs sont belles et que les gamins se promènent avec des melons et des légumes disproportionnés sur leur tête comme si justement ils valaient mieux en rêver tant la réalité était difficile. Il y a probablement cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect fondamental qui est qu'elle exprime l'âme d'un peuple. Et je voudrais vraiment insister sur le fait qu'André Malraux a consacré un ouvrage très important sur la peinture d'Haïti jusqu'aux années 70. Émission très enrichissante, hein. Je vois Philippe dire « Ah là là, il apprend beaucoup de choses ». Écoutez, tant mieux. Tant mieux. Je vous en remercie. Alors, on retourne au CCA. Des conventions ont été signées récemment avec différents partenaires de la Caraïbe. Elles consistent en quoi, ces conventions, concrètement ? Alors, ces conventions ont plusieurs axes, mais ce sont des conventions, je dirais, ma foi, très, très simples. Elles consistent justement à la possibilité d'échange entre le campus caribéen des arts et les institutions donc, avec lesquelles nous avons signé les conventions. Alors, ces échanges vont se concrétiser de la sorte. Les étudiants pourront partir en voyage d'études dans ces pays, pourront rester donc, pendant un certain temps de façon à pouvoir acquérir des connaissances non seulement pour ce qui concerne le pays, mais bien sûr dans la discipline, donc valider. Alors, ce qui est très important, c'est que il ne s'agit pas de voyage d'études simples. Si vous voulez, ces démarches seront validées au plan pédagogique. Il y a actuellement un dispositif qui vise à permettre aux étudiants de valider une année d'enseignement à partir de ce qu'on appelle les ETCS, c'est-à-dire des unités, ce qu'on appelait avant des unités de valeur. Enfin, je date un peu, mais quand j'étais étudiant, ça s'appelait des unités de valeur. Des UV, et donc des unités qu'ils capitalisent de façon à ce qu'à la fin de l'année, ils en aient un certain nombre pour pouvoir passer dans l'année suivante, au grade suivant. Là, ces voyages et ces séjours vaudront un certain nombre d'unités. Oui, c'est chouette, ça. Oui, seront. Bon, il ne s'agit pas non plus d'y aller, et puis c'est pas simplement le fait d'y aller, mais le fait de s'inscrire vraiment, véritablement dans un cursus qui vaudra unité de façon à ce que les enseignants donc, du pays hôte attestent que l'étudiant a bien suivi les enseignements et qu'il a pu produire. C'est un peu le concept d'Erasmus, non? C'est le concept d'Erasmus à l'échelle Caraïbe. Voilà, à l'échelle Caraïbe. Alors, il y a ça. Il y a également des événements que nous pourrons coproduire
donc avec les institutions, et puis il y a également des échanges d'enseignants. Nous pouvons très bien avoir des enseignants de Curaçao qui viendront demain enseigner chez nous pendant 6 mois, pendant 3 mois, enfin voilà, des échanges comme ça. Le principe, c'est que nous nous ouvrons à la diversité et que nous affirmons aussi notre identité. Nous affirmons notre identité en disant, venez chez nous, nous avons une offre à vous proposer, venez découvrir ce que nous avons, parce que nous avons un substrat véritable et dont la richesse, dont nous attestons de la richesse. Et puis nous avons aussi cette possibilité de dire, nous allons voir ce que nous pouvons, enfin, comment dirais-je, connaître de chez eux. Et donc, nous allons nous enrichir avec notre ouverture à l'extérieur. Et je le dis avec d'autant plus de conviction parce que mon objectif inavoué, mais bon. On a un scoop là. Dont je vous parle quand même. J'espère qu'au bout de quelques années, quand un étudiant, alors non pas un étudiant martiniquais, même pas un étudiant caribéen, mais un étudiant de métropole regardera les écoles d'art où il voudrait s'inscrire après le bac, il dira « je choisis d'aller en Martinique précisément parce que c'est là où j'aurai mon ouverture sur la Caraïbe ». Vous voyez, consciemment qu'il ait cette démarche et qu'il ait l'assurance que cet établissement va lui permettre, outre l'enseignement classique, puisque bien sûr nous sommes astreints à un programme précis, il y a un cadre précis, mais avec l'ouverture sur la Caraïbe assurée. Notre valeur ajoutée doit être celle-là. Donc elle doit véritablement être constitutive d'une richesse que nous pourrons proposer aux étudiants de la Martinique, de la Caraïbe et bien au-delà de l'Europe. Dans le cadre des 30 ans du CCA, il y aura une série d'événements. Quels seront les temps forts ? Alors, les temps forts, ils ont déjà commencé puisqu'il y a eu l'ouverture solennelle le 21. Le 2 décembre, nous avons également un séminaire qui s'intitule Ancrage, restauration et ancrage du campus caribéen des arts dans son environnement caraïbe. Donc, nous sommes là au cœur du sujet. Ce séminaire va se dérouler à l'école hôtelière, donc à l'Ansgoro de Shelcher, de 9h à 17h, avec des intervenants étrangers. Parce que je dois vous dire que certes, nous avons signé des conventions, mais nous avons également des hôtes qui sont soit martiniquais vivant à l'étranger, soit des intervenants étrangers. Notamment, nous avons donc le directeur de l'Institut des Arts de Curaçao, nous avons la présidente et la directrice de l'Institut Edla Manley d'Art supérieur de la Jamaïque. Et puis nous avons également deux anciens étudiants de l'école, dont l'un vient en Guyane. Nous avons M. Tansaopo qui est également en Guyane. Nous avons M. Dorival, étudiant également de l'école des Trois-Îlets d'ailleurs, et qui lui vit aux Pays-Bas. Donc vous voyez, nous avons réussi à faire venir d'anciens étudiants qu'ils témoignent de leur pratique et qu'ils animent dans la semaine qui se déroule actuellement, du 24 au 28, qu'ils animent des workshops, c'est-à-dire des ateliers avec ces artistes. Je reviens à votre question, les temps forts. Donc nous avons ce temps fort du 2 décembre. Le 3 décembre, nous avons l'ouverture de l'exposition 30 ans, 30 artistes, donc notamment accueillant les œuvres de ces anciens étudiants et des œuvres des invités. Donc ouverture qui va se faire à l'Atrium, à la salle André Arseneck. Nous aurons ensuite le 9 décembre une autre exposition qui va se tenir à la Véranda, toujours concernant l'exposition 30 ans, 30 artistes, parce que nous proposons des œuvres graphiques, nous proposons également du design graphique, nous proposons des sculptures, nous proposons différents types donc, de réalisation, et donc à chaque réalisation son cadre. Ainsi, par exemple, le 16 décembre, nous avons prévu une exposition d'estampes à la bibliothèque, à la médiathèque du Lamentin, qui accepte de nous accueillir. Et nous avons enfin, à la fin du mois de janvier, nous avons également une exposition à Font-Saint-Jacques et qui sera un moment fort dans la mesure où cette exposition est celle des travaux d'élèves de 5e année, donc le Master 2, et à cette occasion, leur diplôme de fin de cycle leur sera remis par le président Daniel Robin. Ah, c'est chouette ça. Oui. Donc il y a pas mal de dates à retenir. Il y a beaucoup de dates à retenir. Il y a un lien Facebook sur lequel on peut absolument, voir il y a un Facebook, donc il y a un Facebook, il y a le programme, donc il y aura des précisions concernant les trajectoires des artistes, etc. Donc bien sûr, vous pouvez largement étoffer votre connaissance de ce trentenaire à partir du Facebook. Vous aurez là tous les renseignements et même des photos. Très bien. Madame Latouche, que souhaitez-vous au CCA pour les 30 prochaines années ?
j'allais dire, son plein épanouissement. C'est-à-dire qu'effectivement, ces échanges avec la Caraïbe s'intensifient, que sa renommée, que sa notoriété dépasse nos frontières et aille bien au-delà des pays dont les étudiants viennent déjà chez nous, à savoir la Guadeloupe et la Guyane. Et puis, comme je vous disais, que le CCA soit une référence en matière, parce que dans la Caraïbe francophone, en fait, c'est la seule institution de ce genre. Bien. Donc que le CCA en Outre-mer soit une référence en matière d'art tournée vers le bassin Caraïbe, voire même des Amériques. C'est déjà la fin de notre émission, mais avant de terminer ce numéro de Génération Campus, où on a appris beaucoup de choses, un petit tour de table pour conclure cette émission. On commence par vous, Aurélie. Ben oui, juste des derniers mots pour souhaiter bon courage à Madame Latouche. Donc, je sais qu'elle prend la charge finalement d'un établissement qui a connu certaines difficultés, mais qui est aujourd'hui sur une rampe de lancement. Et vous avez parlé de projets d'établissement vraiment partagés par la communauté du campus caribéen des arts. Et ça, je pense que c'est important parce que dès lors qu'on conçoit un projet ensemble, on le vit et on a à cœur de le développer et de l'exporter, comme vous l'avez dit, vers l'extérieur. Et je crois que la Martinique en bénéficiera. Et nos étudiants aussi, parce que nos étudiants sont très friands aussi d'art et le campus caribéen des arts a de belles années devant nous. Merci Aurélie. Philippe. Oui, Philippe, il est en train de rêver, là. Oui, il est sur le plateau. J'ai été subjugué, je vous dis, franchement, pour plaisir. Non, là, vous avez eu une explication, Madame la directrice, de l'art haïtien, de la peinture haïtienne, remarquable. Mais vraiment, bravo. Là, vous m'avez apporté vous avez comblé des manques chez moi en la matière. Je me posais toujours la question et je suis absolument à votre demande. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que votre vision de l'école, du campus caribéen, à partir de notre réalité dans le monde caribéen, dans le monde environnement qui nous environne, qui va faire notre identité. J'aurais aimé que beaucoup de mes collègues universitaires, n'est-ce pas, aillent aussi dans cette direction et qu'il n'y ait pas des copies conformes de ce qui se fait sur le continent. Bravo. Et je pense là que c'est notre richesse. Absolument. Si nous savons la cultiver, nous serons les premiers. Merci Philippe. Max. Je retiens le mot continent que Philippe a utilisé. Tu parles comme les Corses là. Pourquoi tu fais cette allusion au Corse alors que nous parlons de la Caraïbe? Non mais remarque, tu parles du continent, tu parles du continent américain. Je parle, non, du continent, du vieux continent. Du vieux continent. Non, mais c'est pour ça que tu m'assimiles. Je m'interrogeais, non. Moi, je suis loin de cette région-là. Moi, je souscris tout à fait à l'approche de Philippe et d'Aurélie, c'est-à-dire je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Ce ne sera pas facile, vous le savez certainement mieux que moi. Les milieux de l'art et de la culture ne sont pas les plus faciles à manager. Et l'université nous en donne un exemple déjà d'ailleurs. Mais il y a une chose que vous ajoutez. Je suis sûr que Césaire, il doit être très heureux là où il est. Parce que, à travers ce que vous voulez. Non, mais je ne plaisante pas. Non, mais vous ne plaisantez avec pas, mais vous me faites une sacrée émotion là. Non, mais je vous dis. Ça booste. Je me souviens des discussions qu'il avait. Il voulait absolument cette école d'art plastique. Je m'en souviens, j'étais administrateur et avec Ami, il m'a mis dans vous. Et c'était absolument son objectif, n'est-ce pas, que nous puissions nous affirmer dans l'art et la culture Philippe de cette façon-là. Voilà. Vraiment, Philippe est un des témoins de cette période. Ah oui, j'ai connu toute cette période. Et Césaire, là, il doit être vraiment heureux de voir ce qu'il avait voulu aboutir et avec les projets que vous avez, Madame la directrice. Voilà, parce que le projet est très ambitieux et c'est aussi une fierté qu'il soit porté par une femme. Alors là, je le reconnais. Je vous remercie, mais vous savez, nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés. Parce que c'est vrai qu'il faut une locomotive, c'est indéniable. C'est vrai que c'est un projet qui me passionne. Je suis très heureuse. Je ne vous cacherai pas, je suis enthousiaste. Ça se sent. Ça se sent. Je suis enthousiaste.
enthousiaste, je suis très heureuse, je ne le cacherai pas. Bon, maintenant, les choses sont difficiles. Il ne suffit pas simplement de vouloir pour pouvoir. Bon. Et tous les jours, nous en faisons l'expérience. Mais tous les jours aussi, c'est un petit plus parce qu'il faut poser des jalons et les garder. Vous savez, je reprends les termes de Césaire, un pas puis un autre pas et chaque pas tenir pour gagner. C'est de la paraphrase, hein, je pense qu'il me pardonnera. Mais l'essentiel est là, c'est que nous avançons et que nous avancerons. Et c'est pourquoi le projet peut paraître ambitieux, mais enfin, si nous n'avons pas un horizon c'est l'utopie. Non, c'est pas l'utopie. L'utopie refondatrice. L'utopie refondatrice, mais ou fondatrice. Je ne sais, non, fondatrice, c'était celle de Césaire. Donc, je ne peux pas parler d'utopie fondatrice. Je dirais simplement qu'au contraire, je m'attacherai à tout ce que nous souhaitons soit réaliste et réalisable, mais nous avons cet horizon en face de nous parce que nous voulons aller loin. Oui. Nous n'allons pas nous borner seulement chaque fois. Chaque pas sera une petite victoire, vous comprenez? Nous n'attendons pas le grand soir, mais nous allons comme ça capitaliser au fur et à mesure les petites victoires et nous délecter de ces petites victoires qui chaque fois nous mèneront de plus en plus loin. Et c'est ça mon plaisir. C'est le moteur du développement. Alors vers l'utopie, si vous voulez vers l'utopie, mais toujours... Mais ne le prenez pas dans le mauvais sens. On y accède toujours. Voilà, on y accède, c'est le moteur. C'est ce qui m'intéresse. C'est que, voilà, que ça soit notre cap. Tout à fait. Et s'il faut nous voyer, nous nous voirons, mais sans jamais perdre de vue notre cap. On va appeler une formule, c'est bien. En tout cas, c'est sur ces mots que nous achevons cette émission. Je vous remercie beaucoup, Madame Latouche, d'avoir accepté notre émission. C'était un plaisir. Partagé, je vous rassure. Merci à vous, Aurélie Nella, président Philippe Saint-Cyr, Monsieur Max Guiac, pour vos interventions enrichissantes. Je profite de l'occasion pour saluer tous les étudiants, enseignants, tout le personnel administratif du CCA. Ben oui, c'est l'occasion. Il y a des dates quand même à retenir, Aurélie. Le mercredi 11 décembre, 18h30 à la médiathèque du Lamentin avec la poésie de Luc André. Très bien. Et au niveau du CCA? Tout de suite, au niveau du CCA, le 2 décembre, le séminaire que nous avons donc concernant la restauration et l'intégration du CCA dans son environnement caraïbe. Et puis le 3 décembre, donc, le vernissage à la galerie André Arsenault, de l'Atrium. Oh, que le lapsus est vilain. Arsenic et vieille dentelle, on le dira ainsi. Retombons sur nos pieds. Et donc, à l'Atrium, et donc, ça sera le lancement de l'exposition 30 ans, 30 artistes. Très bien, les rendez-vous sont notés. Je salue évidemment toute l'équipe de Zouk TV et l'association Sirotage pour la réalisation de cette émission. Un coucou à nos téléspectateurs de Martinique, Guadeloupe, Guyane et messieurs de la Caraïbe, on y est. Chers téléspectateurs, je vous donne quant à moi rendez-vous l'année prochaine, déjà, pour un numéro spécial Génération Campus. À très bientôt. Bonne fête à vous.